Opportunité deep value en Suède en ce mois de mai 2025. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce screener. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le screener. Alors, il y avait un bug dans le logiciel. J'ai refait une watchlist à la main en prenant les critères du value habituel. Donc, on se met sur les cotations principales en Suède, 100 millions d'euros de market cap minimum, une décote sur actif tangible de minimum 10% et pas trop de dettes, maximum 3 fois les l'EBITDA en dette nette. Comme d'habitude, on va passer en revue les colonnes du screener. Donc, on est sur ici le symbole de cotation boursière d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, VE sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, le ratio de cours sur actifs tangibles, le rendement des capitaux investis US, donc le rendement des capitaux investis, pardon, ce qui est la rentabilité opérationnelle, l'endettement de l'entreprise en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, free cash flow, VS bénéfice net, payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes. Il faut se rappeler que les dividendes sont versés via les free cash flow, donc il faut qu'il y ait à minima une adéquation entre free cash flow et bénéfice net. Premier dossier de cette liste, on est sur Svenska Cellulosa. Donc, ils font du papier et des produits forestiers. Ils ont des marques françaises comme Lotus, Torque, etc. Vous voyez le genre de produits qu'ils font. Donc, il y a eu une forte inflation sur le papier en 2020, 2021-2022. Ça bénéficie à l'entreprise. Maintenant, le cycle se normalise un petit peu. Bon, on a 9 milliards 500 millions de market cap quand même, c'est une grosse boîte. 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est un marché qui n'a pas beaucoup de croissance. Plutôt une croissance organique d'ailleurs, je pense, à ce niveau-là. Les multiples de flux sont très élevés. Donc ça nous indique soit que l'entreprise est très chère, mais je ne le pense pas. C'est plutôt qu'on est en bas de cycle. Et comme le confirme aussi la rentabilité qui est plutôt faible actuellement. Donc là, c'est pas forcément le mauvais moment pour s'intéresser à ce genre d'entreprise, parce qu'on a une décote sur actifs tangibles. Ce qui veut dire que, en fait, on a cumulé du stock, à mon avis, hein, surtout, et qu'on a du stock qui sort pas. Donc on a un bas de cycle et on arrive en bas de cycle. Alors, il y a un petit peu de dette, par contre, 2,8 fois les l'EBITDA en dette nette, ça c'est un peu lourd pour un bas de cycle et ça impacte le résultat net. Mais je pense que c'est pas forcément un mauvais timing. On a un rendement des capitaux investis à 2,2%, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui est pas si c'est pas terrible, mais c'est pareil. Si c'est en bas de cycle, c'est que cette rentabilité est conjoncturellement basse, mais elle peut remonter si le cycle repart. On a 2,3% de rendement du dividende, ça c'est intéressant à ce niveau-là. C'est un petit dividende, peut-être qu'il va être coupé ce dividende, puisqu'on voit que les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets, qu'on avait déjà un payout ratio à 53%. Donc potentiellement, soit les free cash flows reviennent parce que le cycle repart, soit ils vont couper le dividende. C'est pas forcément un dossier à mettre de côté, hein. Voilà, il faut voir si on n'a pas une perspective de redémarrage du marché. Ensuite, on est sur Dala Energy. Donc eux, ils font, j'ai l'impression que c'est un fournisseur d'énergie. Enfin, en tout cas, ouais, ils sont, alors on va se mettre ça en anglais, hop, pour comprendre. Ils sont, ouais, c'est ça, hein, ils font c'est un fournisseur, en fait, c'est un distributeur d'électricité suédois. Voilà. Alors, on est sur 255 millions de dollars de market cap, 3,5, 3,5% de croissance du chiffre d'affaires avec annualisé sur 5 ans. Donc, croissance plutôt faible, hein, j'ai l'impression que c'est la croissance organique à ce niveau. Multiple de VE sur EBITDA à 7,3, pas très cher. Une fois le price earning, donc ça, c'est vraiment pas cher, mais les free cash flows sont négatifs. Donc, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Il faut regarder. Si c'est structurel, il vaut mieux rester à l'écart du dossier, mais si c'est une dépense ponctuelle, élevée en capital, ça peut se justifier sans problème. On a 30% de décote sur actifs tangibles, donc ça donne une marge de sécurité. Vraiment des capitaux investis à 0,8%. On est cash net, si on en croit les chiffres du screener, enfin du logiciel, 2,3% de rendement du dividende, mais il y a de la dilution potentiellement à 1,1% de rendement de l'actionnaire. Potentiellement de la dilution parce qu'en fait, on peut avoir des actions qui sont détenues en autocontrôle, qui ont été achetées sur le marché, qui sont remises en circulation via plan d'actionnariat salarié, etc. Et on peut avoir aussi de la création d'actions nouvelles, et dans ce cas-là, ça dilue les actionnaires actuels. Donc ça, à regarder. Free cash flow négatif, donc ce dividende a été versé à crédit. Ensuite, on est sur Bescab AB. Donc ça, c'est un développeur résidentiel, un promoteur, je pense, qui fait des projets immobiliers en Suède. On est sur 227 millions de dollars de market cap, forte croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça peut être une acquisition, mais ça peut être aussi tout simplement un gros projet qui a été réalisé. Sur ce genre d'industrie, ça peut arriver. On a une VE sur EBITDA qui n'est pas définie, et ça, je pense que ça veut dire que le résultat, l'EBITDA, en fait, est négatif.
pour la boîte, hein, on voit ici le rendement des crypto investis est négatif, mais le rendement des fonds propres est positif. Donc ça veut dire qu'il y a eu des bénéfices nets quand même, mais qui sont très faibles, hein. Donc il se passe quelque chose au niveau des dépréciations amortissements. Mais derrière, on doit avoir un peu de résultats financiers qui permettent de remonter le résultat net. Donc tout ça, il faut aller le voir dans le compte de résultat. Mais après, ce free cash flow, on l'a à 3. Donc je pense qu'en fait, en réalité, la boîte gagne de l'argent quand même. Vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les actifs tangibles de cette boîte? Si c'est un développeur résidentiel, peut-être qu'ils ont des matières premières. Il faut vérifier. Ou des terrains. Peut-être qu'ils ont des terrains, surtout, en fait. Il faut regarder ça. On est cash net, si on en croit l'agrégateur. 8,5% de rendement du dividende, c'est quand même élevé. On a 3,8% de rendement de l'actionnaire. Donc, il y a potentiellement de dilution, il faut aller vérifier. Et les free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc, il faudrait calculer, mais je pense qu'on est sur un payout ratio qui est complètement soutenable à ce niveau, en fait, avec les free cash flow actuels. Donc, un petit dossier à aller creuser. Et il faut creuser pourquoi est-ce que l'EBITDA est négatif. Ensuite, on est sur Viking Supply Chips. Donc, eux, ils font un marché assez marrant, c'est des brise-glaces. Ça, c'est typiquement le genre de dossier intéressant parce que c'est un petit marché, c'est un acteur inconnu, mais ça se trouve, c'est un leader sur sa part de marché, sur son marché. Et donc, les leaders, ils ont la meilleure rentabilité d'un marché. Et donc, pourquoi pas, hein, même si c'est un marché de niche. On est à 164 millions de dollars de market cap, 6,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, quand même une bonne croissance, hein. Faut voir si c'est en organique, mais il y a moyen que ce soit en organique. 10,2 en VO sur EBITDA, ça c'est pas value, c'est pas non plus déraisonnable comme multiple. Les bénéfices sont très bas, donc là potentiellement il y a eu une dépense non cash, puisque les free cash flow sont bien plus élevés. Et on a un multiple de price free cash flow de 7,5. Donc ça c'est raisonnable. Je pense qu'on n'est pas trop chèrement valorisé en termes de flux sur le dossier. Et on a 20% de décote sur actifs tangibles. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les actifs tangibles? Il faut aller voir, mais sans doute les navires qu'utilise l'entreprise. Rendement des capitaux investis à 3%, c'est plutôt faible, hein, comme rentabilité. Bon, est-ce que c'est un bas de cycle aussi? Est-ce que voilà, il y a plein de questions à les creuser parce qu'on a un EBITDA qui est potentiellement bas. Le rendement des capitaux investis, c'est NOPAT, hein, donc c'est Net Operating Profit After Tax. Donc on prend en compte aussi dépréciation amortissement, donc ça peut impacter aussi ce ratio. Donc il faut aller retraiter tout ça. 3 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est un peu lourd, hein, comme endettement. Attention, il faut regarder l'échéancier de dette et les taux d'intérêt de cette dette parce que c'est un peu élevé et ça peut peser sur le résultat net, hein, attention. Pas de dividende de versé. Donc pourquoi pas ce petit dossier, hein, c'est intriguant. Ensuite, on est sur Eolus Wind. Alors eux, ils font de l'éolien, du photovoltaïque et de stockage d'énergie. On est sur 130 millions de dollars de market cap. Il n'y a pas le chiffre de croissance en rythme annualisé sur 5 ans parce que la boîte n'est pas cotée depuis plus de 5 ans, je pense. 3,3 en VO sur EBITDA, c'est pas cher payé. 4,7 en ratio coût-bénéfice. Donc ça, c'est quand même une value, hein, c'est multiple. Après, on n'a pas de free cash flow. Donc d'où ils viennent, enfin, pourquoi ils sont partis, les free cash flow? Est-ce que c'est la dépense en capital? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est structurel? À vous de faire le taf côté tableau de suite trésorerie. 20% de décote sur actifs tangibles, on a un rendement des capitaux investis à 12%, ce qui est plutôt bon comme rentabilité. 0,6 fois les l'EBITDA en dette nette, donc plutôt soutenable comme endettement. 4,5 en rendement du dividende, c'est bien, à peu près l'équivalent en rendement de l'actionnaire. Mais ça a été versé à crédit puisque les free cash flows sont négatifs. Donc bon, une petite liste de dossiers deep value en Suède. Je pense qu'on peut aller creuser Svenska, Cellulosa, ça a l'air pas mal. Dala Energy, enfin tout ce qui est free cash flow négatif, peut-être je le mettrai de côté, sinon il faut aller voir un tableau de trésorerie. Viking Supply Ships, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Et Bescab aussi, pourquoi pas. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.